Le 20 juillet 1969, l'homme a posé le pied sur la Lune. 3 jours de vol. Un décalage de quelques secondes dans la communication. Si quelque chose tournait mal, la Terre était juste derrière la vitre. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Nous avons construit des stations orbitales. Nous avons envoyé nos drones sur Mars. Nous avons photographié des trous noirs. Mais aucun être humain n'a jamais quitté les environs de la Terre. Mars nous attend. Elle nous attend depuis déjà 50 ans. Et nous ne sommes toujours pas capables de franchir le pas. Non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous ne savons pas comment revenir vivants. Lorsque Neil Armstrong a laissé la première empreinte dans la poussière lunaire, les ingénieurs de la NASA traçaient déjà des itinéraires vers Mars. Nous sommes en 1970. L'euphorie de la victoire est à son comble. Il semble que la planète rouge soit une question qui se réglera dans la décennie à venir. 2 décennies au maximum. Wernher von Braun, l'architecte du programme lunaire, a présenté un plan détaillé au Congrès. Moteur nucléaire, chantier naval orbital, flotte de vaisseaux, premier alunissage. En 1982, dans 12 ans, cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit non plus dans les années 90, lorsque le président Bush père a annoncé l'initiative pour la recherche spatiale. Le coût de cette initiative s'élevait à 450 milliards de dollars. Le Congrès l'a rejeté. Cela ne s'est pas produit dans les années 2000, lorsque Bush Jr. a promis de ramener les Américains sur la Lune, puis de les envoyer sur Mars. Le programme Constellation est mort avant même de voir le jour. Cela ne s'est pas produit en 2010, lorsque Barack Obama a qualifié le milieu des années 30 de nouvel horizon. Nous approchons de cette échéance. L'horizon est toujours aussi lointain. Chaque génération a reçu une promesse. Chaque génération a vu cette promesse se dissoudre dans les débats budgétaires, les rapports techniques et la reconnaissance tacite que nous n'étions pas prêts. Mais ce n'est pas une question de politique, ni d'argent, ni de manque de volonté, c'est une question de distance. La Lune est notre plus proche voisine. Elle se trouve à 384 000 km. La lumière parcourt cette distance en 3/10 de seconde. Les astronautes d'Apollo pouvaient communiquer avec Houston presque en temps réel. Si quelque chose tournait mal, comme ce fut le cas avec Apollo 13, la Terre était toute proche. 3 jours de voyage pour rentrer à la maison. Mars, c'est une autre mathématique, une autre physique, une autre réalité. La distance moyenne est de 225 millions de kilomètres. Ce n'est pas une erreur, 225 millions. En fonction de la position des planètes sur leurs orbites, ce chiffre varie entre 55 millions et 400 millions de kilomètres. Traduisons cela en unités compréhensibles. Si vous pouviez rouler à une vitesse de 100 km/h sans vous arrêter, le trajet jusqu'à la Lune prendrait environ 160 jours. Le trajet jusqu'à Mars prendrait 257 ans. La lumière, le phénomène le plus rapide de l'univers, met entre 3 et 22 minutes pour atteindre Mars. Les signaux radio ont la même vitesse. Cela signifie que si un astronaute à bord d'un vaisseau martien dit « Houston, nous avons un problème », la réponse arrivera dans 44 minutes. Dans le meilleur des cas, 6 minutes de silence quand le câblage prend feu, 20 minutes de silence quand la dépressurisation aspire l'air, 40 minutes de silence quand un membre de l'équipage cesse de respirer. La Terre ne pourra pas aider. La Terre ne pourra même pas le savoir à temps. Et ce n'est que le début. La distance jusqu'à Mars n'est pas simplement un chiffre dans un manuel d'astronomie. C'est une condamnation écrite par les lois de la physique. Et cette condamnation comporte plusieurs articles. Article 1er. Le temps. Les fusées modernes à propergol chimique sont capables d'envoyer un vaisseau spatial sur Mars en 6 à 9 mois. Ce n'est pas une promenade de santé. C'est une durée comparable à une grossesse. Mais au lieu d'une nouvelle vie à l'arrivée, on trouve un équipage enfermé dans une capsule métallique au milieu du vide absolu. Mais arriver à destination n'est que la moitié du travail. Mars et la Terre se déplacent sur leurs orbites à des vitesses différentes. Pour rentrer chez eux en suivant une trajectoire énergétiquement avantageuse, les astronautes devront attendre 500 jours, près d'1 an et demi à la surface d'une planète étrangère avant que la fenêtre de retour ne s'ouvre, puis encore 6 à 9 mois pour le retour. La durée totale de la mission est d'environ 900 jours, 2 ans et demi loin de la Terre. À titre de comparaison, le vol spatial ininterrompu le plus long jamais effectué par un être humain est de 437 jours. Il s'agit du record établi par Valéry Polyakov à bord de la station Mir. Et même dans ce cas,
La Terre se trouvait à 400 km sous ses pieds et non à 200 millions de kilomètres. Article 2. Radiation. Sur Terre, nous vivons au fond d'un océan d'air sous le dôme d'un champ magnétique. Ces deux boucliers bloquent presque tout ce que l'univers nous envoie. Nous n'y pensons pas, tout comme les poissons ne pensent pas à l'eau. Mais dès que l'on monte plus haut, la protection disparaît. La Station spatiale internationale vole à une altitude de 400 km. Même là-haut, les astronautes reçoivent une dose de rayonnement 2 à 300 fois supérieure à la norme terrestre. En 6 mois, à bord de la SSI, un homme accumule environ 80 millisieverts. C'est acceptable. Cela est pris en compte dans les calculs. Mars, c'est une autre histoire. Au-delà de la magnétosphère terrestre commence le territoire des rayons cosmiques galactiques. Il ne s'agit pas d'un rayonnement ordinaire. Ce sont des noyaux d'éléments lourds, fer, titane, silicium, propulsés par des explosions de supernovas à des vitesses proches de celles de la lumière. Ils traversent l'espace pendant des millions d'années, et lorsqu'un de ces ions traverse une cellule vivante, il laisse derrière lui une trace de destruction. Les rayons X classiques endommagent l'ADN en un seul point. En règle générale, la cellule parvient à réparer cet dommage. Les ions lourds détruisent des fragments du code génétique sur toute la longueur de la molécule. Ces dommages sont appelés dommages en grappe. La cellule ne sait pas comment les réparer. Elle meurt ou subit une mutation. Pendant le vol aller-retour vers Mars, l'astronaute recevra entre 1000 et 1200 millisieverts. C'est 2 fois plus que la limite actuellement autorisée par la NASA pour toute une carrière. 600 millisieverts, c'est le plafond. Au-delà, l'astronaute est renvoyé définitivement sur Terre. Un seul vol vers Mars, et tu as déjà dépassé 2 fois la limite. Peut-on s'en protéger? En théorie, oui. En pratique, presque pas. Les parois en aluminium du vaisseau, identiques à celles de la Station spatiale internationale, non seulement n'arrêteront pas les ions lourds, mais elles aggravent la situation. Lors d'une collision avec le métal, la particule génère une pluie de rayonnements secondaires. Neutrons, protons, fragments de noyaux, tout cela se disperse à l'intérieur du vaisseau. Pour bloquer efficacement les rayons galactiques, il faudrait plusieurs mètres d'eau ou de polymères spéciaux. Le poids d'un tel bouclier rendrait le vaisseau impossible à lancer pour n'importe quelle fusée existante. Il existe des idées avec un blindage magnétique actif, un champ artificiel autour du vaisseau, comme celui de la Terre. Mais cette technologie n'existe que sur le papier et dans les laboratoires. Tant que nous nous rendons sur Mars à bord de fusées chimiques, nous voyageons nus. Article 3. Le corps. Le corps humain est le résultat de 4 milliards d'années d'évolution sur une planète avec une gravité spécifique. Chaque os, chaque vaisseau, chaque organe est conçu pour fonctionner dans les conditions de la gravité terrestre. Supprimez la gravité et le système commence à se dégrader. Les os. En apesanteur, le squelette n'a pas besoin de soutenir le poids du corps. Le cerveau reçoit un signal. Le calcium n'est plus nécessaire en telle quantité. La résorption commence. Les os se dissolvent littéralement de l'intérieur. Le taux de perte est de 1 à 1,5% de la masse par mois. En 9 mois de vol, un astronaute peut perdre jusqu'à 15% de la masse osseuse de ses membres inférieurs. Cela correspond à un niveau d'ostéoporose sévère. Une fracture due à un mouvement maladroit devient une menace réelle. Les muscles se dégradent encore plus rapidement. Les muscles posturaux, ceux qui nous maintiennent en position verticale, sont particulièrement touchés. Sur Terre, ils travaillent chaque seconde où nous sommes éveillés. En apesanteur, ils n'ont rien à faire. L'atrophie commence dès les premiers jours du vol. Les astronautes de la Station spatiale internationale s'entraînent 2 heures par jour pour ralentir la dégradation physique. Ralentir, mais pas arrêter. Mais tout cela n'est que des données brutes, issues de rapports médicaux. Traduisons-les en réalité. Imaginez ce qui arrive à une personne jour après jour, mois après mois, pendant son voyage vers Mars. Première semaine. L'organisme ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Le liquide qui, sur Terre, s'accumule dans les jambes, sous l'effet de la gravité, commence à se redistribuer. Il remonte vers la tête. Le visage enfle. On a l'impression d'avoir constamment un rhume, nez bouché, pression dans les tempes. Les astronautes appellent cela le visage lunaire. Premier mois. Le système vestibulaire devient fou. Sur Terre, il utilise la gravité comme point de référence. Ici, il n'y a pas de point de référence. Nausées, vertiges, désorientation. Chez certains, cela passe en 1 semaine. Chez d'autres, cela dure des mois.
Troisième mois. Les œufs ont commencé à perdre de la masse dès les premiers jours, mais le processus devient désormais mesurable. Les analyses révèlent une augmentation du taux de calcium dans le sang. Le squelette libère des minéraux. Les reins travaillent d'arrache-pied pour éliminer l'excès. Le risque de calculs rénaux augmente. Une étude réalisée en 2024 par l'University College London a clairement indiqué qu'une exposition prolongée aux rayonnements spatiaux et à la microgravité présente des risques sérieux pour les reins. Plus le vol est long, plus le risque de défaillance est élevé. Quatrième mois, la vision commence à changer. Il s'agit du syndrome SANS, une pathologie neuro-oculaire spatiale. Le liquide accumulé dans la tête exerce une pression sur les globes oculaires et les nerfs optiques. L'œil change littéralement de forme, il devient plus plat. La vision devient hypermétrope. Chez 70% des astronautes ayant passé plus de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, des signes de ce syndrome ont été observés. Chez certains, les changements sont irréversibles. Réfléchissez. Vous n'êtes pas encore arrivé sur Mars, et vos yeux ne sont déjà plus ceux avec lesquels vous avez décollé. Cinquième mois. Le cœur, qui n'a plus besoin de pomper le sang contre la gravité, commence à se relâcher. Il change de forme, devient plus sphérique. Le rythme s'accélère. Le volume de sang pompé diminue. Lorsque l'astronaute posera enfin le pied sur la surface de Mars, où la gravité est de 38% de celle de la Terre, son cœur pourrait ne pas être en mesure de supporter cette charge. Cet état s'appelle l'instabilité orthostatique. En termes simples, vous êtes incapable de vous tenir debout. Le sang se retire du cerveau, la vue se trouble, les jambes fléchissent. Les premiers hommes sur Mars ne pourront peut-être pas faire un pas après l'atterrissage. Sixième mois, le vaisseau approche de sa destination. Mais à son bord, ce ne sont plus les mêmes personnes qui ont quitté la Terre. Leur squelette s'est affaibli, leurs muscles se sont atrophiés, leur vue a changé, leur cœur fonctionne au ralenti. Et maintenant, ajoutez ce qui n'existait pas dans la Station spatiale internationale, le rayonnement du grand espace. Chaque jour de vol, des ions lourds traversent le corps de l'astronaute. Chacun laisse une cicatrice microscopique dans l'ADN. L'organisme répare la plupart de ces dommages comme il peut. Certains restent, ils s'accumulent, ils attendent leur heure. Les cosmonautes de la Station spatiale internationale voient parfois des flashs, même lorsqu'ils ont les yeux fermés, des traînées blanches à la périphérie de leur champ de vision. Ce sont des particules lourdes qui traversent la rétine et stimulent sur les nerfs optiques. C'est beau et effrayant. Chaque flash est un ion qui traverse le cerveau de part en part. Des études menées sur des animaux ont montré que l'exposition chronique à des ions lourds endommage les connexions neuronales. La mémoire se détériore, la vitesse de réaction diminue, la capacité à prendre des décisions dans des situations stressantes, ce qui est précisément ce dont on a le plus besoin en cas d'accident, diminue. Nous envoyons les meilleurs parmi les meilleurs sur Mars, et le vol lui-même les affaiblit. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une histoire effrayante, c'est la physique et la biologie qui jouent en joue contre nous. Le corps n'est qu'une partie de l'équation. Il y a aussi l'esprit. En 2010, 6 volontaires sont entrés dans un complexe hermétique situé sur le territoire de l'Institut des problèmes médico-biologiques, à Moscou. Ils ne sont pas partis en voyage. Ils ont simplement fermé la porte derrière eux et ne l'ont pas ouverte pendant 520 jours. L'expérience s'appelait Mars 500, la plus longue simulation de vol interplanétaire de l'histoire. 3 Russes, un Français, un Italien, un Chinois, un espace clos, des ressources limitées, un retard artificiel dans la communication avec le centre de contrôle, pouvant atteindre 25 minutes dans un sens, tout comme dans un vol réel. À une exception près, derrière la cloison se trouvait Moscou. En cas de catastrophe réelle, incendie, dépressurisation, urgence médicale, la porte pouvait être ouverte. Il n'y a pas de porte sur le chemin vers Mars. Les résultats de l'expérience ont été publiés dans des revues scientifiques. 4 des 6 participants ont souffert de troubles du sommeil importants. Un membre de l'équipage a passé la majeure partie de la mission dans un état de manque de sommeil chronique, ce qui a affecté ses fonctions cognitives. Les chercheurs ont constaté que l'adaptation psychologique se déroulait en plusieurs étapes. Stabilité au début, désorganisation au milieu, tentative de réorganisation vers la fin. Mais le plus inquiétant était autre chose. À mesure que le retard dans les communications augmentait, l'équipage devenait de plus en plus autonome et de plus en plus fermé. Ils partageaient au moins souvent leurs problèmes avec la Terre.
Ils suivaient moins souvent les recommandations. Peu à peu, un isolement psychologique s'est formé, non seulement par rapport au monde extérieur, mais aussi par rapport à ceux qui tentaient de les aider. En langage psychologique, cela s'appelle l'autonomisation de l'équipage. En langage courant, cela signifie que l'équipe cesse d'écouter Houston. Maintenant, imaginez cela dans un vol réel. La Terre n'est pas derrière un mur. La Terre est à 200 millions de kilomètres et elle se transforme en un point. Il existe un phénomène dont les astronautes parlent à contre-cœur. On l'appelle l'effet de vue d'ensemble, Overview Effect. Ceux qui ont vu la Terre depuis l'espace décrivent une expérience transformatrice. La prise de conscience de la fragilité de la planète, de l'unité de l'humanité, de leur place dans l'univers. Cela fonctionne tant que la Terre occupe tout le ciel derrière le hublot, bleue, vivante, proche. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Les chercheurs appellent cela le phénomène de déconnexion de la Terre, Earth Disconnect Phenomenon. Lorsque notre planète natale devient simplement un point lumineux parmi des milliers d'autres étoiles, quelque chose change dans notre psychisme. Une angoisse existentielle, le sentiment que le lien avec la maison n'est pas simplement affaibli, mais rompu. Certains spécialistes supposent que cela peut provoquer une dépression, une dépersonnalisation, une perte de motivation. Personne dans l'histoire n'a jamais vraiment vécu cela. Les astronautes d'Apollo ont vu la Terre toute petite, mais leur mission n'a duré que quelques jours, pas des années. Les équipages de la Station spatiale internationale la voient immense toutes les 90 minutes. Les premiers martiens seront des pionniers, et pas seulement au sens géographique. Ils serviront de cobayes dans une expérience impossible à mener sur Terre. Et nous n'avons pas encore parlé de la technique. L'être humain a besoin d'air, d'eau, de nourriture, de chaleur. Sur la Station spatiale internationale, tout cela est livré par des vaisseaux cargo, tous les quelques mois. Si quelque chose tombe en panne, des pièces de rechange peuvent être envoyées. Il n'est pas possible d'envoyer quoi que ce soit pendant le voyage vers Mars. Tout ce qui est nécessaire à la survie pendant 2 ans et demi doit être à bord dès le départ, ou être produit sur place. Les systèmes de survie modernes de la Station spatiale internationale récupèrent environ 90% de l'eau. Cela semble impressionnant, jusqu'à ce que l'on calcule les pertes. 10% par mois sur une mission de 30 mois, c'est catastrophique. Pour Mars, il faut une efficacité proche de 100%. Une telle technologie n'existe pas encore sous une forme aboutie. L'Agence spatiale européenne travaille sur le projet MELISA, un écosystème fermé composé d'algues et de bactéries capables de transformer les déchets en oxygène et en nourriture. Sur le papier, c'est élégant. Dans la pratique, il faudra des décennies avant que ce projet soit prêt. Il y a des progrès. En 2021, l'appareil MOXIE, installé sur le rover Perseverance, a été mis en service sur Mars. Il a pour la première fois extrait de l'oxygène de l'atmosphère martienne en scindant des molécules de dioxyde de carbone. Une preuve de concept. Mais entre cette expérience à petite échelle et une installation industrielle capable d'approvisionner un équipage, il y a un fossé. Et puis, les équipements tombent en panne. C'est une loi de l'espace confirmée par des décennies d'exploitation de la ISS. À la station, il y a toujours quelque chose qui tombe en panne. Pompe, filtre, électronique. L'équipage répare. La Terre envoie des pièces de rechange. Sur Mars, on ne peut pas envoyer de pièces de rechange. Les ingénieurs de la NASA parlent de la nécessité de disposer d'une triple réserve pour les systèmes critiques. 3 pompes au lieu d'une, 3 unités de purification de l'air, 3 jeux d'équipements électroniques. Le poids du vaisseau augmente, le coût augmente, et voilà que nous arrivons à la dernière barrière, la plus terrestre de toutes, de l'argent. Combien coûte l'envoi d'un homme sur Mars? Les estimations varient entre 100 et 500 milliards de dollars. L'écart est énorme, car personne n'a vraiment fait le calcul. Il ne s'agit pas d'une estimation, mais d'une approximation. À titre de comparaison, le programme Apollo a coûté environ 25 milliards de dollars dans les années 60. En monnaie actuelle, cela représente environ 190 milliards. Mais Apollo, c'est 6 alunissage réussis, et la Lune est 1000 fois plus proche que Mars. La Station spatiale internationale a coûté 150 milliards de dollars. Sa construction a duré 20 ans. Elle est en orbite basse, où l'on peut se rendre en 6 heures. Mars, c'est Apollo, et la Station spatiale internationale réunie, en termes de complexité, de délai et de coût. Peut-être même plus cher que les 2 projets réunis. Aucun gouvernement dans l'histoire n'a jamais alloué autant de fonds à une seule mission spatiale.
Les cycles politiques durent 4 ans, 8 ans au maximum. Le programme martien nécessite 20 à 30 ans de développement avant le premier lancement. Chaque nouveau président, chaque nouveau congrès, chaque nouvelle crise budgétaire représente une menace. Le programme Artemis, qui doit ramener les Américains sur la Lune, est considéré comme un terrain d'entraînement. Base lunaire, présence à long terme, mise au point des technologies. La logique est claire. Avant de sauter par-dessus un précipice, il faut apprendre à sauter par-dessus un ruisseau. Mais même Artemis est à la traîne. Les délais sont repoussés, les budgets gonflent. Chaque lancement d'une fusée SLS coûte environ 4 milliards de dollars et elle n'est utilisable qu'une seule fois. Il y a de l'espoir dans le secteur privé. SpaceX développe Starship, un système entièrement réutilisable qui, en théorie, pourrait réduire de plusieurs dizaines de fois le coût du transport de marchandises en orbite. Elon Musk parle d'un billet pour Mars à 100 000 $ dans une perspective lointaine. Les ingénieurs se grattent la tête. Comme d'habitude, la réalité se situe quelque part entre les deux. Mais même si Starship fonctionne, même si le coût du lancement diminue, il restera les problèmes liés aux radiations, à la dégradation physique, à la psychologie des espaces confinés et aux systèmes autonomes de survie. Aucun de ces problèmes ne peut être résolu par une fusée moins chère. Nous arrivons ainsi à la réponse à la question posée au début. Pourquoi ne sommes-nous toujours pas allés sur Mars? Ce n'est pas parce que les politiciens sont lâches. Ce n'est pas parce que les scientifiques sont paresseux. Ce n'est pas parce que l'humanité s'est désintéressée des étoiles. Parce que Mars n'est pas la Lune. Ce n'est pas la prochaine étape d'une échelle familière. C'est un saut au-dessus d'un précipice dont nous commençons seulement à distinguer le fond. Une distance de 200 millions de kilomètres n'est pas un chiffre abstrait. Cela représente 9 mois de vol, pendant lesquels le corps se désagrège, l'esprit se referme sur lui-même et la Terre devient un souvenir. Cela représente 1 an et demi sur une planète étrangère où chaque panne peut être la dernière. Et encore 9 mois pour revenir si l'on parvient à décoller. Nous ne nous précipitons pas, nous réfléchissons. Et tant que l'équation ne converge pas. Mais voici ce qu'il est important de comprendre. Lorsque John F. Kennedy promit en 1961 d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, la technologie nécessaire n'existait pas encore. La fusée Saturn V n'avait pas encore été construite. Le module lunaire n'avait pas encore été conçu. Les combinaisons spatiales pour sortir à la surface n'avaient pas encore été cousues. Il n'y avait rien d'autre qu'un objectif et de la détermination. 8 ans plus tard, Armstrong laissait une empreinte sur la Lune. Les technologies sont créées lorsqu'elles sont nécessaires. Les barrières tombent lorsqu'on les pousse suffisamment fort. Tout ce que nous considérons aujourd'hui comme des obstacles insurmontables, les radiations, la physiologie, la psychologie, l'argent, sont en réalité des défis. Des défis complexes, certes, mais qui peuvent être relevés. La solution pourrait être un moteur nucléaire qui réduirait la durée du vol à 3 ou 4 mois. Peut-être une gravité artificielle sur un vaisseau en rotation. Peut-être une thérapie génique rendant les cellules résistantes aux radiations. Peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer, tout comme les ingénieurs des années 50 ne pouvaient pas imaginer les ordinateurs modernes. Nous ne savons pas quand cela se produira. Peut-être dans les années 30, peut-être dans les années 40. Peut-être qu'une autre génération grandira avec des promesses qui ne se réaliseront pas de leur vivant. Mais un jour, l'empreinte d'une chaussure humaine apparaîtra sur le sable rouge. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est dans notre nature. Nous avons quitté l'Afrique sans savoir ce qui nous attendait au-delà de l'horizon. Nous avons traversé les océans sur des coques en bois. Nous nous sommes élevés dans les airs à bord d'engins faits de tissus et de fils de fer. À chaque fois, quelqu'un disait « c'est impossible, c'est de la folie, c'est du suicide ». Chaque fois, quelqu'un marchait en premier. L'espace n'est pas hostile, il est indifférent. Il se moque bien que nous y arrivions ou non. C'est notre choix, notre mission, notre histoire. Et elle n'est pas encore écrite.